Gérard Vespierre, merci d'être avec nous sur France Info. Merci de votre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et fondateur du média lemondedécrypté.com. Une délégation donc importante demain attendue à Washington pour soutenir Volodymyr Zelensky, mais aussi pour donc défendre les droits européens. On vient de le voir avec Alban Mikosi. C'est une première. D'ailleurs, cette Europe-là, elle s'est un peu invitée à la table des négociations finalement à Washington. Elle est invitée. Rien ne s'est fait à Washington sans que derrière les rideaux, il y ait des échanges avec l'Europe. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a été on ne peut plus actif dans ce domaine-là. Et donc, au-delà de l'Europe, il faut voir que derrière la présence britannique, il y a aussi la présence canadienne et la présence australienne, n'est-ce pas ? Japonaise. Voilà, donc japonais, je ne pense pas qu'ils fassent partie de la coalition des volontaires. Mais en tout cas, dans le plan actuel d'aide à l'Ukraine, oui, ils sont présents. Donc vous avez vraiment une coalition, je dirais, occidentale, culturellement réunie, homogène, qui va se tourner vers le futur de l'Ukraine. Et donc c'est une rencontre de deux futurs, celui de l'Ukraine, parce qu'une Ukraine isolée, à la proie de prochaines attaques de la Russie, serait dans une situation très très difficile. Une Ukraine entourée de 27 pays européens, plus les pays donc cousins, comme on pourrait les appeler, comme les Britanniques, et puis donc les membres du Commonwealth, n'est-ce pas ? Bon, il faut regarder ça de très très près. Je fais une petite parenthèse parce que je pense qu'elle mérite. Il y a une petite organisation qui s'appelle le CANZUK, qui regroupe le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. C'est une petite structure qui existe. Et là, elle est présente, n'est-ce pas ? Elle est présente. Les Néo-Zélandais ont envoyé des produits médicaux, de l'aide médicale à l'Ukraine. Les Australiens ont envoyé du matériel militaire, les Canadiens aussi. Bon. Donc, voyez-vous, il y a ce noyau-là, différent des fameux 5 UE qui tournent autour de l'espionnage et de la coordination aussi des pays anglo-saxons, mais cette fois-ci, c'est sans les États-Unis. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc il y a deux futurs qui se présentent, un futur pour l'Ukraine et un futur pour l'Union européenne, parce que l'Union européenne aura pour mission dans les 5, 10, 15 ans à venir de faire pour l'Ukraine ce qu'elle a fait pour tous les pays de l'Europe centrale qui ont été libérés par la chute de l'URSS. Je citerai simplement un chiffre, parce que je suis un homme de la data, du quantitatif. Le revenu moyen annuel d'un Polonais actuellement, depuis que donc il y a eu cet rapprochement, cette union avec l'Union européenne, est 2 fois supérieur au revenu moyen russe. Pas de fuite. Et Gérard Vespierre, justement, vous pensez que Volodymyr Zelensky ne va pas avoir le choix que d'accepter ces concessions territoriales qui sont mises en avant. Pourtant, je rappelle que Emmanuel Macron, au fort de Brégançon, parle de concessions territoriales qui respecteraient le droit international. Est-ce que là, on y est ? Est-ce que là, on y est ? Il y a une ouverture. Il y a une ouverture parce que finalement, la situation, elle se présente en 2 volets. Les latinistes diraient de facto et de jure, à savoir la réalité des choses et le droit. Alors, comme vient de l'expliquer magistralement Alban, eh bien effectivement, de facto, de fait, l'armée russe est sur des positions, elle a gagné 15% du territoire seulement ukrainien en 40 mois de guerre, pour la 3e armée du monde. Bon. Donc ça, c'est pour les gens qui disent qu'elle a gagné, n'est-ce pas ? Et donc, ça, c'est la situation de fait. Elle est là, on ne peut pas le nier. Bon, les Ukrainiens ne peuvent pas le nier non plus. Donc ça, c'est la situation de fait, mais il y a une situation juridique, une situation de souveraineté du pays Russie sur ces territoires-là. Donc on peut effectivement envisager un subtil découplage, une subtile séparation en disant on reconnaît que vous êtes là, mais ce territoire ne fait pas partie de votre territoire de souveraineté. Voyez-vous, donc maintenant, les diplomates vont avoir énormément de travail pour façonner les mots, pour mettre des virgules là où on n'imagine pas mettre des virgules, de façon à ce que
petit à petit s'insinue cette dualité entre la présence réelle et la présence juridique. On a un exemple, la Crimée dont on vient de parler, qui est effectivement avec une présence russe, mais il y a 4 États, je crois, de mémoire seulement, qui, sur le plan mondial, qui reconnaissent la souveraineté russe sur la Crimée. Et le grand allié chinois n'en fait pas partie, n'est-ce pas? Parce que la Chine se méfie des problèmes de frontières. Donc, vous avez le Venezuela, la Syrie, des îlots du Pacifique et un 4e. Donc, voyez-vous, il y a une différence entre la réalité de l'occupation et la reconnaissance internationale.